there's a push to process information so that non-technical members like myself can derive clear and actionable insights from big data analysis and to use them as a basis for decision making. So I hand you now over to Sibusiso, who will present to us his slides about the topic Humanizing Data, Scorecards for Sustainable Development Goals. Thank you, Sibusiso. You can go ahead. Good morning, Nazrana, and good morning to everyone. Thank you so much for having me. So what I will do is present the slides, but these will be just excerpts for discussion later, so that you also see what they actually look like. Just see. So Afrobarometer measures progress on 12 of the 17 SDGs. So we measure questions around poverty levels, around hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, to affordable energy, economics, all the way to peace, justice, and strong institutions. Do note that it's only 12 and not 17, all 17. This is also due to the fact that we have to, when we're doing our surveys, the questions we focus on are focused around democracy and governance and some other special topics. So we can't give full information on the SDGs as such, but the majority at least. And how we've structured it, at least the concept behind the SDGs and Afrobarometer data is taking, for example, a goal like peace, justice, and strong institutions and saying, if we're to promote, how do we evaluate what people on the ground are actually thinking about this? How do they see peace and inclusive societies? So we then match the SDG to the questions we ask in our surveys. So for example, our target to indicator here for 16.1 would be significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. Our Afrobarometer indicator would be questions around tolerance for political violence, tolerance for violence against spouses and children, fear and experience of violence in different social and political contexts. So we try as much as possible to closely match the components of the SDGs. And in this way, you're able to get a picture about what actually people on the ground are asking. So one of the things when we do the surveys we do random surveys in different countries across the continent. So far this year, I think our target is about 40 countries, which would represent about 80% of the population of the continent. And this is quite key because generally you get surveys and polls talking about what the government has to say and vous avez des enquêtes qui sont liées à l'État et ce que fait l'État. Mais ici, nous sommes sur le terrain et nous pouvons visiter des zones reculées. Nous essayons d'avoir des échantillons représentatifs de la population. Si 60% de la population vit en zone rurale, alors 60% des questions devraient être posées aux personnes en zone rurale. Nous utilisons des tablettes pour collecter les informations et ainsi nous pouvons savoir où se trouvent nos enquêteurs et où la question a été posée. Donc, cela permet de vérifier toutes ces informations. Cette information est ensuite disponible sur demande parce que parfois, il est possible d'identifier la personne qui a répondu à l'enquête. Je peux rentrer un peu plus en détail concernant la méthodologie, si vous voulez. Nous avons des indicateurs et des questions et on essaie d'établir un lien entre les deux. Je vais vous donner d'autres exemples. Pour la bonne santé, nous posons des questions concernant l'accès aux services de santé et la qualité des services.
Cela est bien sûr lié à d'autres questions aussi, telles que la pauvreté. Ensuite, nous avons un indice de pauvreté vécue. Nous posons des questions concernant l'accès à l'eau propre, à l'électricité et à la nourriture, par exemple. Ensuite, nous avons également des questions concernant les services de soins de santé. Et dans de différents pays, nous avons appris que tous ces différents éléments ne sont pas forcément liés. Donc, il faut poser des questions sur l'eau, l'électricité, la santé, tout l'éventail d'indicateurs. Ce tableau de bord nous donne un bon aperçu au-delà des rapports fournis par les gouvernements. Parlons maintenant de quelques exemples. SDG 1, which is no Ici, poverty. nous avons ODD 1, c'est-à-dire pas de pauvreté, et ensuite ODD 2, la fin zéro. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons des moyennes des données sur une période de 5 ans. Et donc, vous pouvez voir les changements au cours du temps dans les graphiques à gauche. Et grâce à cela, nous pouvons dire que le Botswana a amélioré sa situation en ce qui concerne la pauvreté. D'un point de vue statistique, nous pouvons dire que pour l'ODD 2, pas grand-chose n'a changé. Mais on peut voir aussi qu'il y a eu une réduction sur cette période de 5 ans dans les personnes ayant connu la faim. Ensuite, vous pouvez voir à droite qu'il y a des points de différentes couleurs. Si c'est orange, il n'y a pas de changement. Si c'est rouge, la situation est pire. Et si c'est vert, c'est meilleur. Donc, vous pouvez voir que dans certains domaines, le Botswana a déjà atteint ses objectifs. Donc, à la fin de la période, il semble assez probable que le Botswana aurait réalisé la plupart de ses objectifs, sauf dans certains domaines. The scorecard, right? And then you try and compare all the different countries. You start Vous to pouvez see utiliser le tableau de bord pour comparer les différents pays. Sur les questions de genre, par exemple, des pays tels que le Cameroun, l'Eswatini et le Gabon, le Lesotho et le Maroc, ou, excusez-moi, l'île Maurice, font un bon travail, alors que des pays tels que le Bénin, la Tunisie, etc., sont un peu à la traîne, mais ils vont dans le bon sens. Mais ensuite, nous avons des pays qui n'ont pas fait beaucoup de progrès. Nous avons évalué 31 pays pour les EDD. Mais bien sûr, il y a d'autres pays sur le continent. Alors, qu'est-ce que s'est passé avec la crise sanitaire? Nous avons dû arrêter les enquêtes pendant environ 7 mois pour ensuite revenir et reprendre le travail. Autre ODD assez important concerne le travail décent et la croissance économique. Vous pouvez voir qu'il y a davantage de pays dans le rouge. Cela est lié en partie aux économies dans ces pays sur cette période. Mais j'aimerais souligner un pays en particulier, la Namibie, qui a déjà réalisé ses objectifs. D'autres pays qui sont
en bonne voie sont le Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Soudan, et le Zimbabwe aussi. Vous allez noter qu'avec ces tableaux de bord, on peut avoir un pays qui connaît des améliorations dans certains domaines, mais pas dans d'autres, et même des situations qui sont pires dans d'autres domaines. Mais nous savons que les pays ne vont probablement pas réaliser tous les objectifs dans le délai imparti. Alors, que pouvons-nous faire? Quelles sont les interventions que nous pouvons adopter pour aider avec la réalisation des objectifs? Par exemple, avec ODD 9, l'île Maurice et le Maroc sont prêts d'atteindre l'objectif. En ce qui concerne l'action prise pour la lutte contre les changements climatiques, ce sont des questions que nous n'avons pas posées tout au cours de nos enquêtes. Nous avons commencé, je pense, avec la 7e enquête. Donc, on pose des questions telles que « Avez-vous entendu parler des changements climatiques ou pas ?» Et pensez-vous que les changements climatiques rendent la vie meilleure ou pire dans votre pays? La plupart des personnes décrivent les changements climatiques comme étant plus de sécheresse, par exemple. Et donc, on penserait qu'un sujet tel que les changements climatiques serait compliqué à décrire. Dans ce cas, vous voyez que la plupart des pays se trouvent dans la colonne verte. Cela veut dire que les pays ont de bonnes mesures pour sensibiliser la population par rapport au changement climatique. Et en termes des effets dans les vies des personnes, on voit cela aussi. Mais il y a certains pays de l'autre côté, tels que le Burkina Faso, entre autres. Pour l'ODD 16, la paix, la justice et les institutions efficaces. Nous avons par exemple un indicateur lié à la confiance dans la police, le judiciaire et le Parlement. Alors, vous voyez principalement les pays dans la colonne rouge. Mais il y a d'autres pays qui vont dans le bon sens, tels que le Ghana, le Maroc, le Mozambique et le Ghana, en termes d'une meilleure confiance dans les institutions. Pour le deuxième indicateur, donc la perception de la corruption, c'est un indicateur généralement fort dans la plupart des pays. Mais des pays tels que le Ghana, le Nigeria, entre autres, on va dans le bon sens. Encore une fois, la chose qu'il faut garder en tête avec la perception, c'est que ça dépend de l'institution. Alors, la plupart des personnes doivent faire affaire avec la police régulièrement, ou peut-être qu'on va faire affaire avec les conseillers municipaux. On a moins d'interaction avec le judiciaire et le Parlement. Donc, ce qui se passe sur le terrain, au jour le jour, ça va former votre perception par rapport aux institutions. Je vais m'arrêter là, mais vous pouvez aller sur notre site web pour voir les différentes informations. Nous avons beaucoup de questions sur l'opinion publique en Afrique. Donc, vous pouvez aller sur afrobaromètre.org. Nous avons les données sur plusieurs années et vous pouvez voir comment traiter les différentes données.
Merci, Sibou Sissou. C'était très intéressant. J'ai beaucoup appris. Pour moi, c'était un peu effrayant aussi de voir les niveaux de progrès entre les différents pays. Nous avons tendance à comparer les pays. Alors, ma question, c'est est-ce que l'on peut comparer les évaluations entre les pays? Et sinon, pourquoi pas? Ce que nous avons essayé de faire avec les tableaux de bord des ODD, ce n'est pas forcément une comparaison entre les pays, c'est plutôt le fait de regarder le pays dans le temps. Alors, on peut comparer, mais ce ne serait pas juste de dire que un pays est meilleur qu'un autre, parce que les situations dans chaque pays sont si spécifiques qu'il n'est pas facile de comparer entre eux. Alors, si le Botswana s'est amélioré de 2017 à 2019, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Parce que parfois, il est possible que, par exemple, le Zimbabwe a une plus grande population et peut-être que ce pays a connu une sécheresse durant ces années. Donc, je vous encourage à prendre ces tableaux de bord et les comparer avec d'autres mesures par rapport aux ODD. Et c'est là où vous aurez euh, une idée plus complète de la situation. Et puis, par exemple, par rapport aux élections, un pays a tenu des élections la semaine dernière et le nouveau parti qui a gagné les élections n'existait pas lorsque nous avons fait le sondage. Et donc, et on a ce nouveau parti et après 7 mois, le parti est déjà au pouvoir. Et donc, ces mesures sont liées au temps aussi. Il faut penser aux conditions sur le terrain pendant la période pour avoir une idée plus spécifique de ce qui se passe. Je suis d'accord. Je pense que on ne peut pas faire des comparaisons spécifiques entre les pays. On Donc, on peut voir que certains pays sont un peu en arrière, mais on voit aussi que l'on fait des progrès. Pour revenir sur votre présentation, vous avez mentionné le fait que vous avez dû arrêter votre travail pendant la crise sanitaire. Comment est-ce que cela a affecté votre collecte de données et la fiabilité des évaluations dans les tableaux de bord? Tout le monde a dû s'adapter, bien sûr. Plus spécifiquement, lié à la crise sanitaire, les gens se rendent compte dans cette ère digitale que les données sont le nouvel or. Alors, ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce important d'humaniser ces données, entre guillemets? Avec la crise sanitaire, nous avons arrêté notre travail pendant 7 mois. Nous avons les mêmes questions pour tous les pays. C'est comme cela que nous pouvons comparer. Mais après la fin des confinements, nous avons ajouté des questions liées à la crise sanitaire pour nos pays. Nous souhaitions comprendre la situation. Ce qui se passe avec les questions liées à la COVID, c'est que l'impact a été énorme. Donc, si vous comparez entre les tableaux de bord avant et après la crise, il semble que les pays ont une pire performance sur les différents indicateurs. Par exemple, pour les indicateurs économiques ou liés aux questions sociales. Alors, je pense que la crise a
empêcher des progrès pendant le court terme. Alors maintenant, il faut voir si les pays sont restés dans la zone verte ou si l'on a reculé. Ainsi, de grands événements, par exemple une récession, ça peut avoir un grand effet sur les tableaux de bord. Et puis pour humaniser les données autour des ODD. C'est une question de voir l'amélioration des vies quotidiennes des personnes. Nous souhaitons savoir ce qui se passe au jour le jour pour les personnes. Alors, si vous dites que quelqu'un ne reçoit pas un traitement médical, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que l'on a une clinique, un dispensaire, mais pas de médecin? Donc, il faut voir plus spécifiquement où se trouve le problème. Donc, il n'est pas nécessaire de dire, d'accord, on va construire 5 hôpitaux. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de construire ces hôpitaux ou est-ce que le problème est lié à notre sujet? Je suis tout à fait d'accord avec vous que le fait d'humaniser les données, c'est plutôt une question qualitative que quantitative. J'aime le fait que vous pouvez raconter une histoire liée à vos tableaux de bord, parce que je pense que cela implique une approche différente de l'approche traditionnelle liée aux données. Donc, vous avez mentionné le fait que vous avez les travailleurs sur le terrain qui partent à collecter les données. J'imagine que c'est compliqué pendant la crise sanitaire. Et les progrès dans un pays pouvaient être affectés, surtout en Afrique rurale. J'aimerais donc vous demander quels indices vous utilisez pour définir vos données et la fiabilité de ces données et sa confidentialité. D'accord. Une des choses que nous faisons avec la crise sanitaire, nous avons dû changer nos protocoles pour prendre en compte le fait que l'on devait porter des masques et l'on devait s'identifier. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la question de qui les gens pensent que nous sommes et si l'on peut nous faire confiance, nos travailleurs sur le terrain doivent se présenter pour dire « je suis telle personne, je travaille avec Afrobaromètre et je vais faire ce sondage ». À la fin de la séance, nous avons une question que nous utilisons pour faire le suivi de la confiance que les gens ont en nous. Alors, on pose la question, qui pensez-vous que l'on nous a envoyé? Et généralement, les gens disent le gouvernement, même après s'être présenté, pour expliquer qui l'on est. L'autre partie, c'est que les gens sont très heureux de parler et exprimer leurs opinions. Et je pense que c'est un bon signe. Généralement, les gens ont seulement les messages des politiciens. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, le fait de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un et s'exprimer, c'est très bien. Les gens sentent qu'ils sont écoutés. Vous savez, c'est intéressant que vous dites ça, parce que je me souviens d'un rapport sur l'ODD 16. La paix, la justice et les institutions efficaces. Ce sondage a eu un
un grand effet sur la population sud-africaine, surtout sur leur perception de la corruption en Afrique du Sud. Il ne nous reste que quelques minutes. Est-ce que vous avez un message pour nous pour conclure? Oui, nous allons approfondir ce travail au-delà des tableaux de bord liés aux ODD. Nous sommes en train de finaliser nos sondages et nous espérons ajouter 40 plutôt nouveaux pays dans notre programme. Et en fait, le sondage en Afrique du Sud va être réalisé en décembre de cette année. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je pense que nous avons beaucoup appris dans cette séance et nous avons hâte de lire vos nouvelles recherches. Donc, j'espère vous voir l'année prochaine lors de ce sommet. Et le public s'est intéressé à votre présentation. Là, on a trouvé que le formatage des données était très visuel, très facile à lire. Donc, je suis très reconnaissante pour cela. Et merci beaucoup pour votre participation dans ce sommet ce matin. Merci. Merci.